Anne, après, préfère se déplacer devant l'écran et nous allons donc lui laisser toute la place. Alors, chère Anne Marcillac, cher public, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette avant-dernière conférence du cycle qui fait suite à la question de la fragilité et son corollaire indispensable, la confiance. Alors, personne n'ignore les deux moments les plus fragiles de notre existence, ceux où, sans l'aide de l'autre, nous sommes particulièrement en danger, parfois même en danger de mort. Deux moments donc. Lorsque nous venons au monde, nus et totalement dépendants de notre entourage, c'est le moment où, sans le savoir, nous mettons notre vie dans les mains de ceux qui nous reçoivent et nous ne grandissons pas bien ou ne grandissons pas du tout si nous n'avons pas confiance dans ceux qui nous entourent. Je pense en particulier au travail qu'a fait Boris Cyrulnik sur ce sujet. Donc, lorsque nous venons au monde, mais aussi lorsque nous vieillissons. Non pas fragile comme serait un verre susceptible de se briser, mais plutôt un état de faiblesse, d'asthénie, autrement dit en manque de force physique ou morale, de puissance, de moyens et de ressources. Alors, je pense au magnifique film The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film extraordinaire qui met en scène la vie d'un homme qui s'abîme sous nos yeux. Œuvre d'utilité publique s'il en est, parce que toute société, toute forme de gouvernement doivent avoir à cœur de prendre soin de tous les moments de la vie de chacun d'entre nous et le futur qui nous attend, autrement dit, le vieillissement, doit être constitutif de l'éthique du présent, du temps présent. Et si la souffrance est privée, la santé est publique, nous dit très justement Paul Ricoeur. C'est pourquoi vous accueillir et vous entendre, Anne Marcillac, est très important. Vous faites partie des enseignants-chercheurs, des scientifiques pour lesquels la science est dans une expérience, je dis bien une expérience qui la déborde, autrement dit qui sort des laboratoires et dégage une pratique enfin humaine. Voilà. Pour tout cela, merci Anne et merci pour votre attention. Bonsoir à tous, bonsoir madame. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Anne Marcillac qui vient nous parler d'éthique et vieillissement. Donc je vais commencer par une brève présentation de votre parcours. Anne Marcillac, vous êtes neurobiologiste, maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'école pratique des hautes études PSL, Université Paris Sciences et Lettres. Chercheuse du laboratoire INSERM EMRUA 198, vos études portent sur le vieillissement cérébral et la maladie d'Alzheimer. Vous êtes cofondatrice en 2010 de l'Institut transdisciplinaire d'études du vieillissement, ITEV, et aujourd'hui vous dirigez cet institut dont l'objectif de recherche est l'amélioration de la qualité de vie des personnes, en particulier lors du vieillissement. Ses missions sont la diffusion des savoirs, expertise et formation. Grâce à son réseau transdisciplinaire et multi-acteurs à l'interface science-société, il contribue à répondre aux multiples enjeux engendrés par le vieillissement de la population. Vous êtes aussi l'auteur de nombreuses publications et communications orales sur ce thème du vieillissement. Et oui, il faut se rendre à l'évidence, notre société est confrontée à un vieillissement de la population et doit apprendre à gérer ce phénomène relativement récent. Car trop souvent, et par méconnaissance, le mot vieillesse est assorti d'un côté discriminant et synonyme de dépendance et perte d'autonomie. Pourtant, vous mettez l'accent sur le fait que le vieillissement est un processus évolutif tout au long de la vie et propre à chaque individu d'un point de vue chronologique, biologique et social. De plus, il est important de prendre en considération l'allongement de la durée de vie. D'après une étude, l'INSEE montre que jusqu'en 2040, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus progressera très fortement et à cette date, un habitant sur 4 aura 65 ans et plus. Si le vieillissement est un phénomène relativement nouveau,
vous nous rappelez que ce n'est pas une maladie. Il vaut mieux l'aborder en parlant d'une avancée en âge. Et s'il y a des modifications notoires chez l'individu, elles ne sont pas uniquement négatives. C'est pourquoi il est important d'adapter le parcours de formation des acteurs de santé et du social, de coordonner tous les domaines d'expertise, de dispenser une formation professionnelle et continue pour les personnes accompagnantes, sans oublier de s'intéresser et de prendre en compte la parole des personnes concernées. Car le vieillissement n'est pas un phénomène unique et identique pour chacun d'entre nous, et il faut envisager les personnes âgées dans leur diversité. L'environnement en tant qu'ensemble d'éléments qui entourent un individu est un autre facteur que vous estimez très important, et vous montrez dans votre dernier livre intitulé « Environnement et vieillissement » à quel point il détermine la qualité de notre vieillissement. Je vous laisse la parole sur ce thème si important, éthique et vieillissement. Bien, merci beaucoup pour cet accueil qui me fait très plaisir. Et merci beaucoup donc, au Collège Méditerranée Liberté de me donner la parole ce soir autour d'une thématique qui me tient à cœur, donc vieillissement éthique, quels enjeux. Alors, je vais commencer, mais je vous promets que c'est les seuls chiffres que je vous donnerai de la soirée. C'est la première diapo et la dernière, il y aura des chiffres. Mais c'est des derniers chiffres donc, qui datent de la fin de l'année 2021, donc du ministère de la Solidarité et de la Santé, où je vais vous donner vraiment des repères un petit peu sur donc l'espérance de vie, qui est actuellement de 78,4 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes. Et surtout, et vous l'avez dit très bien, que l'INSEE projette quand même un allongement continu de l'espérance de vie d'ici à 2060. Ce qui veut dire qu'on estime à 86 ans pour les hommes l'espérance de vie à cette date-là et 91,1 ans pour les femmes. Alors, les personnes âgées de plus de 60 ans sont au nombre de 15 millions aujourd'hui. Alors, je vous demande de retenir ce terme parce que j'y reviendrai après pour des questions éthiques. Les personnes âgées de plus de 60 ans, de plus de 70 ans, on y reviendra après. 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre de personnes de plus de 85 ans passera de 1,4 million à 5 millions en 2060. Alors, ce que je veux quand même dire, et vous avez souligné que je travaillais sur le vieillissement d'un point de vue et avec une approche positive, et c'est tout à fait vrai, que la majorité des personnes âgées vieillissent dans de bonnes conditions d'autonomie. Donc, seulement 8% des personnes de plus de 60 ans sont dépendants, et une personne de plus de 85 sur 5, donc 20% à peu près, sont dépendants. Alors, autre chose, et ça prouve aussi, c'est que vous êtes tous là et il y a beaucoup de monde souvent dans les milieux associatifs également, puisqu'en fait, plus de 5 millions de personnes donc, sont investies dans le milieu associatif. On a cette expression qui dit que si les personnes à la retraite se mettaient vraiment à la retraite du milieu associatif, il ne se passerait plus rien en France, et je le pense sincèrement. Et elles sont un soutien de la solidarité familiale aussi, les enfants, les petits-enfants. Donc en fait, un rôle dans la société qui est plus que non négligeable, on va dire. Alors je vous ai dit qu'on allait parler d'éthique. Et peut-être que la première question éthique, c'est une question de sémantique. C'est une question de vocabulaire. Un vocabulaire qui est porteur de représentation. Je viens de vous dire, retenez ce que je vous ai dit, les personnes des plus de. En fait, quand vous regardez toutes les études chiffrées de l'INSEE, etc., on trie les personnes par classe d'âge. Donc les plus de 60 ans, les plus de 65 ans, etc. Et moi, je vous pose la question, de qui parle-t-on? Si on regarde la définition de l'Organisation mondiale de la santé, les personnes âgées, les plus de, ce sont des personnes dont l'âge est avancé et qui présentent les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse, tels que la société se les représente. Mais du coup, on sait très bien qu'il y a quand même de multiples représentations de la vieillesse. Alors j'ai choisi de vous faire un petit contexte historique. On va remonter loin, on va remonter à Zeus, lorsqu'il envoyait Pandore sur Terre, afin de punir les hommes de leur orgueil à vouloir égaler les dieux. Celle-ci, donc sa parole, devait semer les maladies cruelles que la vieillesse apporte aux hommes. Donc déjà, la jeunesse, c'était le bonheur suprême. Déjà, être vieux, c'était une punition.
Si on regarde ce que disait Cicéron, il disait il faut lutter contre la vieillesse, tout comme on doit lutter contre la maladie. Encore une fois, c'est une représentation plutôt négative. Si on regarde dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, les hymnes chantés où Adam au paradis était éternellement jeune et beau, et son mépris de l'ordre en fit quoi? Un vieillard. Vous voyez bien que là, chaque fois, il y a quand même une consonance très négative sur le vieillissement. Et puis, vous savez bien que l'imaginaire du Moyen-Âge était riche en fontaines de jouvence, en élixirs de jeunesse, de longue vie, et tout ça, toujours pour rester jeune, c'est-à-dire ne pas vieillir. Alors, certaines périodes quand même ont été plus favorables à la vieillesse, donc, notamment au moment des philosophes des Lumières, qui reconnaissent la noblesse et la vertu chez le vieillard. Et vous avez certains écrivains comme La Fontaine ou Victor Hugo qui s'inclinent devant l'expérience de la personne âgée et qui exaltent un peu cet âge. Mais cette image idéalisée, on va dire, de la vieillesse comme période de sagesse, de connaissance, de respect, c'est jamais une période qui est totalement dominante. C'est toujours susceptible d'être remis en question. Donc on voit bien qu'au cours du temps, il y a eu vraiment de multiples représentations de la vieillesse qui allaient de la pire. Et je citerai cette citation que vous connaissez très bien du général de Gaulle qui disait que la vieillesse est un naufrage. La meilleure des représentations, c'est un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc vous voyez bien qu'au cours du temps, au fur et à mesure du temps, la représentation de la vieillesse a évolué, mais toujours avec quand même une consonance dominante négative. Alors aujourd'hui, parce que c'est d'aujourd'hui qu'on parle, c'est un vocabulaire porteur de représentation qui va nous renseigner sur l'ambiance de notre société concernant le vieillissement. Je m'explique. Au milieu des années 80, on a fait disparaître le mot vieux. Parce que le mot vieux, ça avait une connotation négative et on a fait apparaître le mot personne âgée. 10 ans plus tard, même remarque pour le mot personne âgée, personne retraitée, de nouveau connotation négative, on n'emploie plus, on essaye de ne pas employer ces mots. Et puis les personnes âgées, ce sont devenues des groupes de personnes identifiées comme les plus de, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les plus de 60 ans, les plus de 75 ans, les plus de 85 ans. Alors depuis, on ne cesse de renommer les vieux, donc je suis désolée, j'utilise ce terme, en tout cas les plus vieux que soi, parce que c'est tout relatif, avec notamment l'apparition du terme senior, dont je vous rappelle quand même que les promoteurs de ce terme sont issus du marketing. Ça veut dire quoi? Qui sont les seniors en fait? Est-ce que c'est pas quand même une forme d'injonction de la part de la société? Parce que quand vous regardez les images dans les médias des seniors, ce sont des vieux mais avec une image de jeunes. Donc vous les avez là. Donc encore une fois, sémantique, c'est pas tout à fait anodin. Alors, définir des personnes selon un critère d'âge ou donner un âge pour être vieux pose déjà un problème éthique. Et je vais vous dire pour quelle raison. Alors tout d'abord, quand on donne un âge pour être vieux, on va occulter les différentes définitions que l'on peut donner au mot âge. Première définition, l'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est celui qui est noté sur votre pièce d'identité, sur votre passeport, c'est votre état civil. C'est une seule partie de votre vieillissement personnel qui est indiquée avec votre âge. L'âge biologique, lui, c'est le reflet de l'état physiologique, fonctionnel de l'individu à un moment donné. Et vous savez, on dit quelquefois l'expression « est-ce que vous avez l'âge de vos artères ?» Ça veut dire « est-ce que votre âge chronologique correspond à votre âge biologique ou pas ?» Et enfin, un âge qui est apparu un peu plus récemment, c'est l'âge social. L'âge social, c'est le reflet de la réglementation de la société par l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'âge de la retraite, l'âge pour lequel vous pouvez demander l'allocation personnalisée d'autonomie, l'âge pour obtenir la carte senior. Mais c'est aussi le reflet du regard que tout un chacun porte sur les personnes âgées, cet âge social. Ça y est. Alors, deuxième item, pourquoi cette question de l'âge pose un problème éthique, c'est au niveau sociologique. Parce qu'au niveau sociologique, lorsqu'on donne un âge pour être vieux, on occulte différentes choses. On occulte déjà les différences de génération au sein de la même catégorie d'âge. Quand vous parlez des plus de 60-65 ans, vous pouvez regrouper vraiment différentes générations au sein de cette même catégorie. Donc ça ne veut pas dire grand-chose au niveau de l'âge social. On occulte aussi l'influence des conditions de vie, l'influence des conditions de travail, de classe sociale.
Et on occulte aussi les différences de genre, parce que les personnes d'expression personnes âgées confondent les deux sexes. Donc en fait, après 65 ans, femme ou homme, c'est pareil. On sait très bien que c'est totalement faux. Les différences entre les territoires aussi dans lesquels on vit. Et les modes de vie qui vont en découler lorsqu'on vit dans un milieu vraiment rural, semi-rural, en plein cœur d'une métropole, c'est très différent. Et les différences culturelles, religieuses et ethniques. Donc tout ça, ça fait qu'on a un même âge chronologique, mais absolument aucune homogénéité sociale. Alors, au contraire, une grande hétérogénéité. Les vieux ne sont pas un groupe de personnes homogènes, d'autant que sa perception de la vieillesse et de celle des autres est très variable et personnelle. Et là, je vais citer Boris Cyrulnik, tout à l'heure on l'a déjà cité, qui disait « Quand j'étais jeune, il n'y avait autour de moi que des vieux. Maintenant que j'ai vieilli, je ne vois plus que des jeunes. » La vieillesse est un point de vue, c'est tout à fait exact. Alors, troisième point, au niveau biologique. Alors, en donnant un âge pour être vieux, on occulte la définition même du vieillissement comme un processus évolutif. Le vieillissement, si je vous donne la définition de la biologiste que je suis, ça correspond à l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme tout au long de la vie. Il est la résultante donc, de facteurs intrinsèques, génétiques, c'est-à-dire de votre biologie, celle effectivement que vous ne choisissez pas à la naissance, mais aussi de facteurs environnementaux extrinsèques auxquels va être soumis votre organisme tout au long de la vie. Pas un âge déterminé, tout au long de la vie. Donc donner un âge pour être vieux, ça laisserait croire qu'un processus évolutif, c'est-à-dire on devient vieux, est en fait une transformation brutale qui arrive à un âge précis, à un moment précis de la vie. Et en plus, que cet âge serait commun à tous les individus, ce qui au niveau de la biologie est complètement faux également. Le vieillissement, en fait, c'est un processus lent, progressif, inéluctable, mais propre à chaque individu. Alors, lorsqu'on pose la question « à quel âge est-on vieux ?», on doit déjà s'interroger sur notre rapport au vieillissement. Car donner un âge commun pour être vieux nie la caractéristique même de l'être humain, et cette caractéristique, c'est sa singularité. Alors, quelles conséquences? Parce que tout ça, ça a des conséquences, et au niveau éthique, c'est important de le souligner, c'est que la méconnaissance de ces âges de la vie induit souvent la crainte et le rejet de la part des plus jeunes, et vient renforcer les stéréotypes liés à l'âge dont je vous ai parlé, qui ont jalonné l'histoire. De plus, dans une société quand même, il faut bien dire, dominée par le jeunisme, la rapidité, la rentabilité, etc., la vieillesse, elle va se situer en contre-valeur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le vieux, c'est celui qui, pour les autres, rassemble tous les moins. Alors, moins de beauté, moins de santé, moins de dynamisme, moins de performance, moins de rentabilité, moins d'adaptabilité. En plus, dans notre société actuelle, le vieux, c'est celui aussi qui hérite de la mort. Pourquoi? Je dis ça parce qu'au XIXe siècle, je dirais, toutes les personnes, tous les individus à n'importe quel âge étaient susceptibles de décéder, et les plus jeunes, les nourrissons également. Aujourd'hui, 82% des décès vont concerner les personnes plus âgées, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Et puis, la question de l'âge de la vieillesse change le regard de chacun et le regard de l'ensemble de la société sur cette étape de la vie. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça induit? Ça induit des attitudes de discrimination à l'encontre des personnes âgées et tellement important qu'on a même créé un mot qui s'appelle donc l'agisme. C'est vrai qu'il y a quelques années, ce mot-là, on n'en entendait pas parler. Racisme, on connaissait bien, sexisme, on connaissait bien, agisme, c'était quelque chose qui était assez, je dirais, isolé, donc on en parlait très peu. Ça a bien changé, donc l'agisme, en fait, ça se rapporte à quoi? Aux pensées, les stéréotypes, aux sentiments, les préjugés, et au comportement, la discrimination. Alors, à l'égard des autres, mais ce qui est important de regarder, c'est à l'égard de nous-mêmes également. Notre propre regard sur notre propre vieillissement peut impacter, et vous le verrez tout à l'heure, notre propre santé. Alors, il faut savoir qu'un rapport mondial donc, de l'ONU qui date d'octobre 2021, donc qui est récent, a montré que quand même une personne sur deux fait preuve d'agisme à l'encontre des personnes âgées dans le monde. C'est énorme. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. On a un discours quand même démographique dominant qui dit que le vieillissement de la population est une catastrophe. Donc ça, c'est ce qu'on entend tout le temps.
Le discours médiatique et publicitaire dominant, c'est les aînés sont une charge, il faut rester jeune, etc. C'est ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure avec le terme senior. C'est aussi, dans notre société, ce refus de vieillir et le tabou de la mort qui est encore très présent. Et puis, un discours économique quand même dominant, qui est la valeur strictement utilitaire et productive de l'être humain. Donc l'agisme va avoir de profondes répercussions sur tous les aspects de la santé des personnes, la santé physique, la santé mentale et le bien-être social. Et peut induire bien sûr des comportements négatifs, ce qui est une forme de maltraitance. Alors, quelques exemples que j'ai choisi de vous citer. Alors tout d'abord, cela peut induire chez les personnes âgées elles-mêmes des stéréotypes. C'est-à-dire la personne va s'isoler socialement elle-même, va s'affaiblir, va manquer d'activité physique, va porter le fardeau économique que lui impose le regard des autres et qu'elle s'impose elle-même en se regardant. Par exemple, dans la classe, ça peut être paraître tout à fait anodin, ça peut être des personnes qui physiquement se sentent diminuées ou vieillir en se regardant dans la glace et qui refusent de sortir. Bon, c'est un exemple très simple, mais ça, en fait, c'est des études qui ont montré, donc en 2002, que des personnes âgées qui avaient des attitudes négatives vis-à-vis de leur propre vieillissement pouvaient vivre jusqu'à 7 années de moins que des personnes qui avaient un regard positif sur leur vieillissement. Donc c'est quand même, ça impacte vraiment la santé. Après, il y a des études qui ont été menées chez des professionnels de santé. Et donc cette étude qui a été menée donc, chez des infirmières qui travaillaient au CHU de Liège, à qui on a demandé, première question, de citer des mots qui faisaient référence pour elle, en fait, à la personne âgée. Et on a construit, après cette interview de ces personnes-là, un nuage de mots. Et quand vous regardez ce nuage de mots, tous les mots les plus gros, c'est les mots qui ont été le plus cités par ces infirmières. Et quand vous regardez, vous voyez, dépendance, fatigue, solitude, perte d'autonomie, maladie, fragilité, tout ce qui ressort, ce sont tous des mots négatifs. À ces mêmes soignants, en fait, devant proposer une chimiothérapie de la reconstruction mammaire à des patientes, alors évidemment avec des tumeurs équivalentes à un état de santé équivalent, sinon évidemment cette étude aurait été biaisée, la seule chose qui différait, c'était l'âge, 35 ans, 55 ans et 75 ans. Et bien le résultat de cette étude a montré que les soignants étaient déjà moins enclins à encourager une reconstruction mammaire dès l'âge de 55 ans. Pas pour des raisons médicales, pour des raisons d'âge. Donc vous voyez bien que là, on modifie l'attitude de soins, bien sûr, lorsqu'on a une vision négative du vieillissement. Et puis, on peut aussi avoir des actes de maltraitance, bien souvent, ou en tout cas régulièrement, je dirais involontaires, parce qu'en fait, le temps du soignant croise plus le temps de la personne âgée. Pourquoi? Parce que vieillir, c'est simplement des fois, parfois, ralentir, c'est-à-dire faire moins vite. Et vous savez très bien que dans notre société, justement, cette problématique est très très importante, c'est qu'il faut être productif, il faut aller vite, il faut être rentable. Et être rentable quand on travaille dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes fragiles, c'est pas compatible. Et on y reviendra après. Alors, évidemment, je ne pouvais pas ne pas introduire dans ma conférence ce qui s'est passé depuis 2 ans maintenant, qui a été donc cette période, je suis désolée, il ne faudrait pas que je mette du passé. Voilà. Bon, je vais en mettre ce soir, comme ça vous donnera une touche d'optimisme. Je vais mettre du passé. Le facteur aggravant de l'agisme, donc la Covid-19, a vraiment révélé l'agisme encore plus. Et j'ai fait 2-3 diapos sur ça en France et puis au niveau mondial, pour vous citer quelques exemples de ce qui s'est passé. Donc si on fait un peu d'historique de ce qui s'est passé en France depuis 2 ans, donc depuis le premier confinement, donc vous savez très bien qu'en début de pandémie, les impératifs de sécurité sanitaire ont vraiment dépassé les considérations humanistes, puisqu'au nom de la protection des plus fragiles, les autorités ont pensé à leur place. Alors, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est facile de dire les choses après, c'est peut-être pas facile quand on y est, mais c'est ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire qu'en fait, on les a privés de toute visite, de tout lien sociaux. Et ça a été une catastrophe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de l'isolement plutôt que du virus. Des syndromes de glissement, il s'est passé beaucoup de choses et je pense que ce qui se passera dans les années à venir, c'est le résultat en fait, de cette période-là.
Et psychologiquement, je pense qu'on aura des retours dans les 5 ans qui vont être un petit peu compliqués pour les familles, etc., qui par exemple ont laissé partir un proche sans l'accompagner. Donc ça va être quelque chose qui va être compliqué à mon avis. On parle même, certains médecins disent qu'on aura du stress post-traumatique pendant une certaine période à l'issue de cette période de pandémie. Alors après, bon, il y a eu plusieurs étapes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'abord, il a été question de confiner les seuls individus de plus de 70 ans. Puis, on a déconfiné. Puis, il a été question d'inviter, donc on changeait un peu de terme, mais enfin bon, quand même, les plus de 65 ans restaient confinés jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous voyez que chaque fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était en fonction de l'âge. Or, le problème dans cette démarche, c'est d'avoir vraiment traité globalement les individus, de nouveau les plus d'eux, indifféremment en fonction de leur seul âge et en oblitérant une donnée quand même qui était bien plus importante, c'était la vulnérabilité des uns et des autres, c'est-à-dire les individus porteurs de polypathologies ou facteurs de risque importants. Donc vous voyez que là, dans le déroulé, il y a quand même cette notion d'agisme et d'éthique qui réapparaît. Alors, en début 2021, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, mais bon, il y a même des gériatres qui se sont insurgés vraiment contre ces prises de position, qui sont apparus dans les médias contre la priorité donnée aux résidents d'EHPAD pour la vaccination anti-Covid, au motif qu'ils seraient en fin de vie. Alors au niveau éthique, moi, je vous propose que suggérer que toutes les vies ne se valent pas est quand même un vrai problème éthique. Donc là, on avait vraiment des prises de position dans les médias sur ça. Donc il y a, je pense que vous le connaissez tous, Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale à Paris, et qui a en fait relayé des propos de résidents d'EHPAD. Et j'ai choisi juste, je vais vous le lire, ce qu'ont dit ces résidents d'EHPAD, sur le fait qu'on leur a donné la priorité pour être vaccinés, et comment ils l'ont ressenti et perçu, et pour vous montrer comment en fait ils se sont de nouveau sentis inclus dans la société alors qu'ils s'en sentaient exclus jusque-là. Donc nous avons estimé que lancer la campagne de vaccination en EHPAD témoignait d'une attention portée aux citoyens et citoyennes que nous sommes, reconnus dans leurs droits et dans leurs attentes, et ainsi considérés prioritaires. Nous ne sommes pas réduits à la condition de personnes âgées vulnérables, mais respectées au sein de la société. Nous sommes conscients du poids de ces décisions, tant sur les plus jeunes que sur notre économie. Il nous faut en être dignes. Nous retrouvons en quelque sorte la fonction de celui qui détient l'expérience de l'âge. Rien à voir avec la représentation du vieillard dépendant, relégué en EHPAD. Donc vous voyez bien le ressenti et comment se sont emparés de cette proposition d'être vaccinés en priorité des personnes qui étaient en établissement. Et puis vous avez Claire Hédon, donc la défenseure des droits, qui a souligné vraiment une problématique importante, c'est que depuis le début de la pandémie, les personnes âgées, les plus d'eux, enfin ce groupe qui n'existe pas, très homogène, ont été parfois jusqu'à être accusés d'être à l'origine de certaines mesures qui restreignaient les libertés de la population entière. Et ce que ça a créé, qui est très dangereux dans une société, c'est l'opposition des générations. C'est-à-dire une accusation réciproque des jeunes vis-à-vis des personnes âgées et des personnes âgées vis-à-vis des jeunes. Et donc l'opposition des générations dans une société, c'est toujours très, très, très compliqué. Alors, malheureusement, il n'y a pas qu'en France, au niveau mondial, il y a eu beaucoup d'agisme qui s'est répandu dans le monde. Alors, il y a eu le rôle des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, moi je ne l'avais pas vu à l'époque, je l'ai trouvé après, d'ailleurs. Un vecteur pour transmettre le virus de l'agisme. Alors, c'est volontairement dit comme ça, parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quand même un hashtag qui s'appelait Boomer Remover. Alors, je ne vais pas vous faire la traduction en français. J'ai du mal déjà à le dire en anglais, mais alors en français ça m'est compliqué, qui a été quand même retiré que 2 semaines après un usage intensif. Et il y a vraiment des personnes qui travaillent, qui sont des chercheurs, notamment au Canada, aux États-Unis, qui ont vraiment se sont insurgés contre ça, puisqu'ils ont signalé que c'était quand même utiliser un vocabulaire de la haine explicite par rapport aux personnes âgées, qu'on ne tolérerait jamais par rapport à d'autres groupes sociaux. Ça serait retiré immédiatement. Ça a été retiré, mais au bout de 2 semaines, d'un usage très, très important. Ensuite, le rôle des médias dans la description des personnes âgées. Toujours pareil, comme faisant partie d'un groupe homogène. Et ça, c'est partout dans le monde.
de personnes vulnérables, avec une association de l'âge chronologique à des stéréotypes de fragilité, de dépendance. Encore une fois, des mots qui ne devraient pas être associés les uns aux autres. Et puis des décisions quand même stigmatisantes qui ont été prises dans différents pays. Je vous en donne quelques exemples. Des mesures de confinement, par exemple au Royaume-Uni, qui ont visé seulement les plus âgés, donc les plus de 70 ans. Par exemple, aux Philippines, vous aviez l'accès au métro qui était interdit aux personnes âgées. Aux Émirats Arabes Unis, c'était plus possible d'aller faire ses courses dans un supermarché au-delà de 60 ans. Et puis vous avez, parce que c'est plus proche de nous, tous entendu parler, malheureusement, des choix qui auraient dû être faits en Italie pour soigner ou pas certaines personnes au seul motif de l'âge. Donc, si bien que l'ONU a publié un rapport, et puis bon, vous avez des papiers aussi qui ont été publiés récemment, qui révèlent que depuis un an, les personnes âgées sont souvent vues comme systématiquement fragiles et vulnérables, et que vraiment c'est accentué la discrimination liée à l'âge. Donc vraiment, déjà cet agisme était latent dans nos sociétés, mais depuis la crise de la Covid, ça s'est vraiment accentué. Alors, quelques réflexions pour changer de regard. Alors déjà, je suis ravie qu'il y ait des étudiants parmi nous. Communiquer afin que toutes les générations aient une meilleure connaissance du vieillissement et que la société change de regard pour ne pas opposer les générations. Et je pense que c'est important dès l'école, dès le plus jeune âge, comprendre, expliquer, enlever cette image très négative que peuvent avoir les plus jeunes vis-à-vis de l'âge. Et comme encore une fois, je vous le dis, de façon très relative, pour un enfant de 10 ans, à 20 ans on est vieux, à 30 ans on est très vieux, donc voilà, c'est vraiment très relatif. Ensuite, prendre conscience de nos propres attitudes négatives vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes également. Et adapter les programmes et les parcours de formation des acteurs de santé et du social afin de sensibiliser les équipes soignantes aux stéréotypes qui sont liés à l'âge et à l'éthique. Et je pense que c'est vraiment un préalable indispensable à une démarche de soins adéquate. Alors, expliquez aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, et je vous en remercie, que le vieillissement, ce n'est pas une maladie. L'âge, c'est juste un facteur de risque pour certaines maladies, certains handicaps. Aborder peut-être le vieillissement différemment en parlant d'avancée en âge. C'est une notion qui est effectivement moins réductrice et moins stigmatisante car elle concerne l'ensemble de la population. On avance en âge tout au long de la vie. On a du mal à dire à quelqu'un de 20 ans « tu vieillis ». Pourtant, il vieillit. Mais avancer en âge, ça fait vraiment parcours. Donc ça fait peut-être une expression qui change cette approche très négative de l'âge. Alors, implique une dynamique tout au long de la vie. On voit qu'il y a des changements, par exemple, la puberté, par exemple, avoir un enfant quand on est une femme, c'est des moments de parcours de vie qui marquent le parcours, qui marquent la biologie, qui marquent l'âge chronologique et qui marquent beaucoup de choses. Avec l'avancée en âge, la personne, quel que soit son âge, a de nouveaux besoins. Donc ça peut être l'aménagement, l'adaptation des rimes, de la prévention, du dépistage, mais à tous les âges, vous faites bien des dépistages pour les caries chez les enfants à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. C'est le parcours de vie, d'accord? Donc c'est exactement pareil quand on parle d'avancée en âge et de parcours. Et de nouvelles aspirations, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Pour quelles raisons on ne peut pas avoir des projets à partir d'un certain âge? Il faut m'expliquer. Chacun met le projet qu'il veut à l'âge qu'il veut. Donc il faut vraiment avoir cette dynamique-là d'avancer en âge. Donc l'ONU a même recommandé de créer un mouvement visant à modifier le discours autour de l'âge et du vieillissement. Donc il y a une recommandation de l'ONU sur ça. Alors, deuxième partie de ma présentation, c'est la question éthique autour de l'expression des personnes âgées en perte d'autonomie. Alors d'abord, je vais faire très simplement une définition de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? Donc, autos, soit, nomos, loi, autonomos, qui se régit par ses propres lois. Donc si on regarde la définition et le dictionnaire de l'Académie française, une personne autonome est capable d'agir par elle-même, de répondre à ses propres besoins sans être influencée. Si on regarde le dictionnaire personnes âgées de la retraite et du vieillissement, c'est possibilité pour une personne d'effectuer sans aide les principales activités de la vie courante, qu'elles soient physiques, mentales, sociales ou économiques, et de s'adapter à son environnement. Bien, on va regarder un petit peu ça de près. Quand on regarde les différents domaines de l'autonomie, bien, il y en a plusieurs. Il y a l'autonomie physique, donc la personne qui a la capacité d'effectuer seule les actes physiques de la vie courante.
Il y a l'autonomie psychique, la personne qui adopte un comportement et des règles de conduite librement choisies. Il y a l'autonomie sociale, que la personne a la capacité de maîtriser les actes de la vie sociale. Et l'autonomie juridique, donc c'est le droit d'une personne à choisir elle-même les règles de sa conduite, l'orientation de ses actes et les risques qu'elle est prête à courir. Évidemment, c'est relié, vous le savez, à la loi du 4 mars 2002, qui est l'autonomie de la personne doit être respectée même si elle s'oriente vers une interruption de soins mettant sa vie en péril, qui a été donc confirmée par la loi 2005, la loi Leonetti, qui a affirmé l'interdiction de l'obstination déraisonnable afin de sauvegarder la dignité du mourant. Donc vous voyez bien que là, encore une fois, quand on parle d'autonomie, de perte d'autonomie, on utilise un mot qui veut dire tout un tas de choses. Et en plus, on le confond souvent avec dépendance. Alors, je m'explique. L'autonomie, en fait, ça représente la capacité à gérer ses dépendances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne apprend à gérer les liens de dépendance pour rester autonome. Souvent, on utilise ces mots, dépendance et perte d'autonomie, comme des synonymes. Mais s'ils ne sont pas opposés, ils ne disposent quand même pas d'une signification tout à fait identique. L'autonomie, ça revêt une dimension psychique et intellectuelle. La personne autonome est apte à décider et à choisir librement. La dépendance, elle s'apparente à l'impossibilité pour une personne de réaliser des activités physiques, psychiques, sociales sans une aide extérieure. Alors je dirais que l'autonomie par rapport à la dépendance, c'est plutôt un lien de cause à effet. Plus la perte d'autonomie effectivement va être importante, plus elle va être susceptible d'accroître la dépendance de la personne. Donc en fait, l'autonomie, c'est une indépendance par rapport à une décision et non par rapport à des moyens. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus marcher. Il n'est pas en perte d'autonomie, il ne peut plus marcher. Mais s'il peut décider qui l'amène et où et comment, il n'est pas en perte d'autonomie. Donc il faut toujours faire attention aux mots. Et les mots sont importants dans ce cadre-là. Alors pourquoi ils sont importants? Parce que à l'autonomie, il y a le concept de liberté qui est associé. Souvent, quand vous voyez perte d'autonomie, dépendance, vous commencez à avoir des restrictions de liberté qui s'associent. Alors je m'explique. Donc l'autonomie présuppose la capacité de jugement, c'est-à-dire prévoir et choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. Alors bien sûr, dans le respect des lois et des usages communs. Donc l'autonomie d'une personne va relever à la fois de sa capacité et de sa liberté. Mais on sait très bien que le regard qui va être porté par l'environnement social, l'environnement familial sur la personne concernée va pouvoir altérer, c'est pas tout le temps le cas, l'exercice de son autonomie, la conditionner, la contraindre, souvent pour des raisons de sécurité. Donc sur un plan éthique, on peut se poser la question suivante: au motif de la sécurité, doit-on priver de liberté? C'est une question importante, et vous savez que c'est une question importante notamment dans les établissements, etc. Alors, j'ai choisi de vous parler de 3 exemples: les établissements, les EHPAD, le domicile, et les aides, je dirais, techniques et technologiques qui peuvent être amenées pour accompagner les personnes. Donc, ce sont des réflexions entre autonomie, liberté, sécurité et éthique. Alors, tout d'abord, l'institutionnalisation. Alors, lorsque l'on parle de rentrer en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, vous remarquerez que le mot est très très attirant déjà, ça donne très très envie d'y aller. Donc forcément, là aussi il va y avoir à faire un effort de sémantique. On voit bien que la concentration de personnes, comme c'est dit dans l'intitulé, de personnes âgées dépendantes génère des situations parfois indignes. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat actuel qui fait rage sur les maisons de retraite Orpea, etc. Je reste ouverte aux questions après, bien entendu. Mais vous verrez que ces réflexions ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des problématiques de ce type-là qui se posent. Alors, l'exclusion du fait de la société, puisqu'en fait, on prend toute une personne d'une catégorie d'âge qu'on met dans un endroit ensemble, peut être aussi une forme de déni collectif de ce que peut être la vieillesse et la fin de vie. On a tous à se questionner là-dessus, on fait tous partie de cette société. Donc ça pose aussi de véritables problèmes éthiques, notamment en termes de respect dû aux personnes.
Alors bien sûr, très souvent, comme on dit, l'entrée en EHPAD, ce qui n'est pas très très joli non plus, est revendiquée au nom de principes de bienveillance, de sécurité de personnes vulnérables. Mais souvent, faute d'alternative, elle va être faite sous la contrainte. Donc là aussi, on a une question éthique importante. En plus, sous la contrainte, ça veut dire que les personnes n'ont pas forcément envie d'y aller, et en plus, on leur demande de payer pour y aller. Ça veut dire qu'elles vont payer un hébergement où elles n'ont pas envie d'aller. Donc, autre question quand même qu'on peut se poser. Et bien sûr, la notion de performance imposée et de rentabilité au sein des EHPAD n'est pas du tout adaptée au prendre soin. C'est la faute à personne, enfin, à part qu'on ne donne pas assez d'argent pour gérer tout ça, mais bon, ça on y reviendra après. Mais effectivement, le temps du soignant, le temps de la personne ne se croisent pas. D'un côté, il y a rentabilité, de l'autre côté, il y a les problématiques de la perte d'autonomie. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc, le temps du vieux n'est pas compatible avec les contraintes des professionnels, très clairement. Donc, les arguments du registre de la rationalité économique et de la sécurité vont prendre le pas sur l'importance capitale du respect du souhait du lieu de vie, c'est-à-dire où la personne veut continuer à vivre, veut peut-être finir sa vie, mais aussi de l'inclusion des personnes âgées dans le tissu social et dans la diversité des âges et des personnes. Et ça, la diversité des âges et des personnes, c'est quand même la définition d'une société. Et je trouve quand même faramineux, et je vous soumets ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, de devoir parler d'inclusion pour des personnes qui ont vécu toute leur vie dans cette société. On a besoin de faire des colloques, des choses comme ça, sur inclusion des personnes âgées, c'est quand même dingue. On n'a pas à inclure les personnes âgées, elles sont incluses d'office, puisqu'elles ont vécu toute leur vie dans cette société. Donc il y a vraiment des questions éthiques qui se posent. Ça peut changer de diapo. Deuxième réflexion, c'est l'accompagnement au domicile. Alors, au domicile, c'est pareil, il ne faut pas mettre en opposition EHPAD de domicile, il y a des problèmes partout. La question déjà de l'évaluation pluridisciplinaire, des restrictions de capacité, de jugement, de respect des droits, d'intimité doit être posée, parce que dans un domicile, c'est fermé. Et donc, quelquefois, on peut aussi priver de liberté dans un domicile sous prétexte ou sous raison de sécurité, par exemple. Et là encore, l'évaluation par différents professionnels, très pluridisciplinaires, est vraiment très importante. Alors, limiter aussi le risque d'intervention intrusive, au prétexte de soins. La surmédicalisation, c'est quelque chose de très important aussi. Quelquefois, un accompagnement en termes, je dirais, de prévention serait plus efficace. Ce qu'on fait pas trop bien encore en France. Et ça éviterait une nouvelle forme d'enfermement au domicile. On voit bien que c'est pour bien faire, hein. Mais quelquefois aussi, on enferme au domicile au même titre qu'on enferme en établissement. La question de la place des aidants est vraiment majeure dans le dispositif d'accompagnement. Alors quand je parle des aidants, je parle des aidants familiaux. On ne sait pas trop comment les appeler. Alors certains les appellent les aidants naturels, mais moi je pose la question, qui est aidant naturel? Personne. Je veux dire, on devient aidant, on apprend à l'être, et souvent parce qu'on est forcé de l'être pour accompagner son proche. Donc vraiment, je ne sais pas si on peut mettre aidant et naturel à côté. Et vraiment de l'aide aux aidants doit rester une question centrale. C'est toujours évidemment une question financière. Il faut quand même aussi se rappeler qu'une grande partie des personnes qui sont employées pour travailler dans l'accompagnement des personnes âgées sont des personnes en grande précarité économique, qui sont très très peu payées, qui sont peu ou pas formées pour certaines d'entre elles. Et alors là, on arrive depuis 6 mois, une catastrophe au niveau des recrutements. C'est vraiment très très compliqué, c'est encore pire qu'avant. Déjà, c'était pas terrible. Et des conditions de travail dégradées suite encore aux contraintes de performance qui sont incompatibles au prendre soin. Donc vous avez là aussi cette injonction à des gens qui sont en précarité économique, qui ne gagnent pas bien leur vie, qui sont peu formés, d'accompagner des gens fragiles. C'est un petit peu éthiquement compliqué aussi, hein, il faut se poser la question. Donc moi je pense qu'on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que le pays est prêt à investir pour obtenir à domicile, il n'y en a pas aussi d'ailleurs, un accompagnement décent de la population. En fait, un accompagnement décent de nous tous, hein, parce que c'est ce qui se joue à l'heure actuelle. C'est qu'on n'a plus de personnes qui veulent travailler dans l'accompagnement, c'est de pire en pire, et que on va tous vieillir, et vous avez vu les projections de l'INSEE, de plus en plus vieux, pas forcément avec plus de pertes d'autonomie, mais en tout cas avec nécessité certainement d'un accompagnement. Enfin,
justement, cette Silver Economy nous a beaucoup proposé de nouvelles technologies, de réfléchir sur les nouvelles technologies, ce qui est très bien en soi, mais il faut quand même avoir des points de vigilance, notamment au niveau éthique. Donc vérifier déjà que l'utilisation des nouvelles technologies est avant tout au service de la personne elle-même. Et pour ça, ce serait quand même judicieux, comme pour tous, c'est de questionner les personnes elles-mêmes dès la conception des produits. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, il y a des gens qui décident pour nous, à n'importe quel âge de la vie d'ailleurs, ce qui serait bien pour nous. Et pour les personnes âgées, c'est pire, c'est-à-dire on ne pose jamais la question aux personnes elles-mêmes de ce qui serait bien pour elles. Alors quand on parle de nouvelles technologies, quand même, l'idée c'est que ce soit utilisable et utile aux personnes à qui on va les adresser. Donc évaluer leur impact, parce que c'est pareil, on peut toujours créer des chouettes trucs, mais si ça ne sert à rien et à personne, ça n'a pas grande utilité. Donc il faut évaluer l'impact. Ne pas les imposer aux personnes, quel que soit l'âge de la personne. Si elle les refuse, il ne faut pas imposer sous prétexte que nous on pense que c'est bien pour elle. C'est pas la peine, ça sera mal utilisé ou pas utilisé. Alors restez très vigilants sur l'utilisation de certaines technologies. Vous avez tous entendu parler des caméras anti-maltraitance dans les EHPAD. Vous avez sûrement entendu parler de ces fameux robots sociaux, etc. Donc il y a des choses qui sont très bien, mais il faut que des personnes formées les utilisent correctement. Et ça, c'est ce qui manque chaque fois. C'est-à-dire qu'on crée des belles choses, mais l'utilisation de ces choses-là n'est pas très adaptée. Donc il faut être aussi vigilant sur cette histoire de géolocalisation qui peut être très utile effectivement pour des patients, par exemple, atteints de la maladie d'Alzheimer, pour éviter qu'ils ne se perdent. Mais attention à la dérive que ça peut avoir. La géolocalisation, on sait où vous êtes n'importe quand. Donc c'est aussi quand même une privation de liberté. Veillez bien sûr à l'intégrité scientifique, technique et commerciale, et on voit très bien que dans ces domaines-là, les abus de faiblesse peuvent être assez faciles. Donc il faut être très vigilant. Alors il y a quelque chose qu'on a fait, on ne s'est pas occupé de si ça allait à tout le monde ou pas, on a dématérialisé les services publics, les impôts, etc. Mais ça a mis un isolement très très important sur certaines personnes, une pression très importante. Donc là aussi, il faut veiller, quand on fait des choses comme ça, il faut veiller à ce que ça puisse suivre derrière. Et là, ça manquait un petit peu. Et puis, l'accessibilité universelle. Il faut que ces produits-là, ces concepts-là, ces nouvelles technologies-là soient accessibles à tous. Sinon, encore une fois, on exclut une partie de la population. Donc ça ne va pas au niveau de la société, au niveau de l'éthique, ça ne va pas. Donc, d'un point de vue éthique, quelques questions s'imposent encore. Les innovations scientifiques et technologiques constituent-elles toujours un progrès pour les utilisateurs? Quels bénéfices réels procurent-elles aux bénéficiaires? Et enfin, à qui s'adressent-elles? Donc là, vraiment, il y a des questions au niveau éthique qu'il faut toujours avoir en tête parce qu'elles ne sont pas complètement résolues. Il y a un très beau rapport là, de Madame Bruguère et de Fabrice Exil sur ce fait-là des nouvelles technologies en novembre 2019. Alors, enjeu éthique, quelques réflexions pour accompagner les personnes âgées vulnérables. Alors, vous me direz, j'ai rien inventé, mais j'ai rien inventé, effectivement. Maintenant, il va falloir arrêter de le dire, il va falloir le faire. Donc, favoriser et diversifier les alternatives à l'EHPAD sur un même territoire, comme une réponse vraiment à ce problème éthique de concentration-exclusion des personnes âgées dans des établissements dédiés. Reconsidérer vraiment la notion de performance et de tarification dans les EHPAD, mais également au domicile. Puis développer une culture préventive pour rester chez soi le plus longtemps possible. On n'est pas toujours obligé de soigner quand c'est déjà arrivé. La prévention, alors évidemment ça se développe de plus en plus, mais encore on n'y est pas tout à fait. Il faut vraiment faire plus de prévention. Reconnaître bien entendu le rôle des aidants, mais ne pas en faire une injonction. C'est compliqué, on impose souvent aux familles d'être aidants parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Donc on fait porter aux familles la responsabilité de professionnels. Et ça non plus, ça ne va pas au niveau éthique. Il y a une nécessaire concertation, information, surveillance et réévaluation dans le cas de restriction des libertés. Pourquoi? Parce que ça peut être un temps de la vie où il y a eu un problème. Et puis, ce n'est pas inscrit dans le marbre, on peut revenir en arrière et on peut enlever ces restrictions de liberté. Et ça arrive très peu souvent. Encadrer, bien sûr, les nouvelles technologies pour qu'elles soient au service des capacités et de biens communs. Et pas toujours pour combler ce qui ne va pas non plus. C'est-à-dire continuer à faire ce qu'on peut en étant accompagné par ces nouvelles technologies. Alors revaloriser bien sûr les métiers dédiés à l'accompagnement, parce que tant que ces métiers ne seront pas revalorisés, et je ne parle pas qu'au niveau salaire,
je parle au niveau de reconnaissance de ces métiers, ben, ça ne fonctionnera pas. Et vraiment adopter une approche de la singularité et de l'altérité vis-à-vis des situations à traiter. On peut plus raisonner avec le tout pareil. On ne traite pas de toutes les situations de la même façon, c'est pas possible. Donc je terminerai ma troisième partie par les questions éthiques autour d'une particularité de vieillissement, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors attention, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dont l'âge est un facteur de risque, d'accord ? C'est pas parce qu'on est âgé qu'on a la maladie d'Alzheimer, c'est parce que c'est un facteur de risque, au même titre que d'autres pathologies. Alors, on a renommé, là encore au niveau de la sémantique, c'est important, les maladies d'Alzheimer et toute la famille de ces maladies, des maladies qu'on appelle neurodégénératives, en maladies neuroévolutives. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le terme dégénératif, c'est un terme scientifique. C'est le terme que nous, on utilise entre nous quand on parle de ces maladies. On dit maladie neurodégénérative. Mais en fait, c'est un processus cellulaire dont on parle, de dégénérescence des neurones. Et c'est pas nécessaire de faire l'amalgame entre les cellules et les individus. Ça fait peur, c'est très négatif, et c'est vrai que c'est pas forcément, en fait, la bonne expression. Donc, on a choisi de remplacer neurodégénératif par neuroévolutif. Pourquoi ? Parce que ça traduit les rebondissements, ça traduit ce que c'est que vraiment, en fait, cette maladie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas l'évolution, chez chacun ça va être différent. Encore une fois, la maladie d'Alzheimer, c'est comme prendre de l'âge. Chez certaines personnes, elle va évoluer d'une façon, chez une autre d'une autre façon, etc. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Donc c'est une vision plus positive, plus porteuse d'espoir. Mais attention, encore une fois, là, de ne pas faire l'excès inverse. Il ne faut pas que ça prête à confusion quand on dit évolutif. On sait bien que c'est une maladie, malheureusement, pour laquelle il n'y a pas de traitement et qu'on va forcément vers le côté négatif de la chose. Ce qu'on ne sait pas, c'est en combien de temps et comment. Donc c'est pour ça que neuroévolutif est peut-être plus adapté. Alors, l'annonce du diagnostic et de l'accompagnement de ces personnes et de leurs aidants pose de problèmes éthiques un peu particuliers. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler ce soir. Alors pourquoi ? Parce que c'est un diagnostic qui est encore très long à établir. En moyenne, c'est 2 ans. Et je dis en moyenne. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est où je commence à oublier des choses. Voilà, bon, c'est pas grave, vous faites une dépression, on commence à traiter pour une dépression, etc. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, avant d'arriver jusqu'au neurologue qui, lui, va faire un premier test, etc. Et ça va prendre quasiment 2 ans. Donc, c'est un diagnostic long à établir, avec quand même, pour les personnes, cette idée-là que c'est possible que ce soit ça. Donc, évidemment, c'est un diagnostic qui est difficilement accepté et supporté par la personne malade, mais quelquefois, c'est encore plus difficilement accepté par l'aidant, pour l'accompagnant, par la personne qui est à côté. Alors, bien sûr, pourquoi ? Parce que c'est une maladie chronique, on le sait, grave, et qu'il n'y a pas de traitement curatif pour la soigner. Alors, les conséquences multiples de cette maladie, donc qui est multifactorielle, qui a une réalité très complexe, nécessite donc une approche vraiment globale, hein, un soutien aux aidants et une mobilisation de tous les acteurs de la société. Et vous allez voir que là aussi encore, il y a une certaine stigmatisation. Alors pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui n'est pas encore toujours comprise ou correctement comprise et accompagnée dans la société. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des symptômes spécifiques à cette maladie qui peuvent être vécus par les personnes extérieures, hein, vous, moi, comme une mauvaise volonté, c'est-à-dire le fait exprès. D'accord ? Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on entend. C'est aussi un entourage qui est trop exigeant pour les capacités résiduelles de la personne malade. Il fait plus ça, on entend toujours ça. C'est ce qu'on ne peut plus faire et on demande toujours plus à la personne. Et ça aussi, ça pose un problème éthique. Quelquefois, un environnement pas assez stimulant ou motivant pour la personne malade. Alors je m'explique. Pour faire bien, très souvent, l'aidant, ce qu'il fait, c'est qu'il isole la personne qui l'accompagne. Parce que il a des troubles cognitifs, parce que les gens ils n'aiment pas trop quand il y a un comportement qui ne va pas, etc. Donc on sort plus, on ne voit plus personne, etc. Et on voit qu'en fait, au contraire, les personnes s'enfoncent de plus en plus dans la maladie. Certaines études ont été faites où des personnes du domicile sont passées pour le coup en établissement, etc. Et là, une évolution positive de la maladie a eu lieu, c'est-à-dire que la personne s'est resociabilisée et les troubles cognitifs, je n'ai pas disparu, mais en tout cas se sont atténués. C'est aussi une maladie pour laquelle on comptabilise toujours les déficits, jamais les ressources.
il y a beaucoup de personnes qui se voient créer ou faire de nouvelles choses. Quelqu'un qui jardinait pas du tout va se mettre à jardiner. Quelqu'un qui jardinait beaucoup ne va plus du tout le faire, par exemple, et par contre va se mettre à peindre. Donc il y a vraiment de nouvelles capacités et il faut vraiment encourager cela. C'est une société qui stigmatise encore les malades. On n'aime pas beaucoup savoir, d'accord? Donc on aime mieux ne pas savoir. Et c'est une société dont les dispositifs existants pour soutenir les aidants ne répondent que partiellement aux besoins. On a encore trop peu d'aide aux aidants, c'est-à-dire le répit, etc., qui est absolument nécessaire pour que l'accompagnement soit de qualité et que l'aidant ne s'épuise pas. Et vous savez que très souvent les aidants décèdent avant les personnes qu'elles accompagnent. Donc, une maladie pour laquelle il n'est pas légitime d'exclure l'autonomie de la réflexion éthique. Alors, c'est vrai que quand on dit maladie d'Alzheimer et autonomie, on ne les met pas ensemble. Et pourtant, compte tenu de la fluctuation et de la lenteur de l'évolution de la maladie, les malades peuvent vraiment rester acteurs longtemps de leur accompagnement. C'est pas parce qu'on annonce le diagnostic de la maladie d'Alzheimer qu'il faut dire que la personne n'est plus capable de rien faire. C'est une erreur. C'est une erreur pour elle et c'est aussi une erreur pour l'aidant. Donc il faut justement rester acteur de l'accompagnement. Parce que chaque patient est singulier et parce que la personne malade, elle revendique des choses. Parce qu'au début de la maladie, elle s'exprime très bien. Et longtemps pour certaines personnes. Donc elle revendique le respect de ses choix, de ses décisions, le fait de ne pas être stigmatisé, c'est-à-dire regarder la personne avant de regarder le malade. Et vous avez un témoignage qui est écrit ici, je suis toujours la même personne, mais je vis avec la maladie d'Alzheimer. Je vis avec une maladie, elle s'appelle la maladie d'Alzheimer. Et la reconnaissance du maintien des forces et des ressources malgré cette maladie. Donc ça, ce sont les malades qui l'expriment. Une maladie pour laquelle quand même il convient de rester vigilant sur le terme de consentement. Parce qu'effectivement, il vaut mieux parler, au lieu de parler peut-être de terme de consentement, c'est de rechercher ce qu'on appelle un assentiment profond. C'est compliqué même, alors, je ne parle pas des stades tardifs de la maladie, mais des stades un petit peu avancés, d'avoir un consentement complètement. Un assentiment profond peut être jugé, donc c'est encore là aussi Fabrice Elzy qui a travaillé là-dessus. C'est donc un accord de participation qui va être fondé sur une compréhension parfois incomplète, mais suffisante en fait, pour comprendre que la personne donne son consentement. Mais pour tout ça, il faut avoir du temps pour l'obtenir. Et souvent, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Et donc, la personne ne prendra pas cette décision et ce sera l'aidant qui prendra la décision à sa place. Alors, pour conclure, et comme ça, j'arrêterai mon propos, et si vous voulez, je répondrai à vos questions. Nous rencontrons actuellement dans notre société une triple transition. Donc vous l'avez compris, une transition démographique avec le vieillissement de la population, une transition épidémiologique avec l'émergence de maladies chroniques, et puis alors là, vous voyez, des choses qui arrivent aussi, on rencontre des virus qu'on n'aurait dû jamais rencontrer, voilà, donc il y a vraiment aussi une évolution de l'environnement. Et une transition sociologique avec l'évolution de la sphère familiale qui est de plus en plus éclatée, c'est-à-dire les personnes s'isolent petit à petit au fur et à mesure de leur parcours de vie, les enfants ne vivent plus à côté de leurs parents, etc. Et donc des liens intergénérationnels. Alors, face à ce défi du vieillissement, quels sont les enjeux éthiques? Alors, le premier, c'est changer le regard de la société sur la vieillesse, en positivant les enjeux du vieillissement et en éduquant les plus jeunes à ce processus-là, en leur expliquant, en parlant, en communiquant. Arrêter de définir une personne par rapport à son âge, ça n'a pas de sens, ni biologiquement, ni socialement, et ou de sa pathologie. Vous entendez les gens qui disent l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est pas une personne, hein. D'accord? D'abord, c'est la maladie d'Alzheimer. On ne dit pas de quelqu'un, c'est l'Alzheimer qui habite au coin de la rue. Voilà. Mais vous entendez ce genre de choses. C'est pour éviter donc toute stigmatisation et discrimination. Encadrer et démocratiser les nouvelles technologies et leurs usages d'un point de vue à la fois juridique et éthique pour servir les personnes qui avancent en âge, mais pour servir aussi les aidants et les professionnels qui accompagnent ces personnes qui avancent en âge. Privilégier bien sûr une politique respectueuse des personnes fragiles. Les personnes fragiles, ce n'est pas forcément les personnes âgées. Des personnes fragiles qui se donneraient les moyens de les protéger, les considéreraient comme une richesse pour le coup, et pas comme une charge, comme on le dit tout le temps. Parler aussi de capacité et pas seulement d'incapacité. Arrêter d'associer toujours le mot incapacité à personnes âgées pour induire ce qu'on appelle une approche préventive, coordonnée et inclusive tout au long de la vie. Pas qu'on soit obligé de parler d'inclusion des personnes âgées.
et modifier les formes verbales. La sémantique est importante pour participer à cette suppression de discrimination et d'exclusion. Alors il y a tout un groupe de travail qui a travaillé là récemment au ministère pour changer les mots. Donc plutôt que de dépendant, on pourrait parler de vulnérable. Plutôt que de prendre en charge, on pourrait dire accompagner. Plutôt que grabataire, personne à mobilité réduite. Plutôt que maintien à domicile, soutien à domicile. Il y a tout un tas de termes comme ça qui pourraient être juste modifiés et employés dans la vie de tous les jours et qui seraient moins stigmatisantes. Donc j'ai terminé, je vous remercie de votre attention et je vais... Bon, des questions? Ah. Merci pour la clarté de votre exposé. Ça ne m'a pas rajeuni, mais ça m'a éclairé. Une approche connexe de la part des éthologues évolutifs. Oui, ça peut paraître surprenant. L'effet grand-mère. Chez les primates supérieurs, dont nous faisons partie, il a été décelé, je lis quelques communications sur le sujet, que les espèces qui disposent donc de femelles âgées, qui s'occupent des juvéniles, ont une meilleure capacité à se développer, à se reproduire. Et en ce qui concerne l'espèce humaine, compte tenu de son rayonnement, je pense qu'il doit aussi y avoir un effet grand-père. Enfin bon, c'est autre chose. Je ne vais pas vous contredire. Par ailleurs, il me semble que nous sommes, en début avril, c'était les 20 ans de la loi Kouchner qui donne une grande autonomie, enfin, qui permet aux patients d'intervenir, d'avoir une réelle voix au chapitre par rapport comment dirais-je, à la puissance des soignants. Merci. Oui, je rebondis sur ce que vous avez dit. Alors pour la question des primates, et de toute façon, notre société est construite comme ça. Dire, et je suis d'accord qu'il n'y a pas de différence entre grand-père et grand-mère, sauf que, quand je suis une femme quand même, je vais dire, sauf que, quand même, on s'aperçoit dans notre société que ce qui prend en charge le plus souvent, à la fois ses parents et ses petits-enfants, c'est la femme. C'est pas du tout un jugement, mais c'est une réalité sociologique. C'est bon, j'ai éteint le mien, comme ça. Ah, ça c'est pas moi. Ah oui, non, il ne peut rien y faire. Ah oui, il faut déplacer. Voilà, ça y est. Alors, est-ce que celui-là est mieux? Peut-être. Je change de place. Et si c'est mal grisier, ça veut dire que c'est de ma faute. Non. On ne va pas dire ça. Je vous ai laissé à... Moi, je vais dire quelque chose pour vous faire rire. Attends, le micro, attends. Bonsoir. Juste une... Alors, qui c'est qui va? Juste une question. Attendez, juste, il y avait une question devant et j'arrive tout de suite. Ok, pas de souci. Je vous écoute. Mon petit-fils, qui a 6 ans, m'a dit que... Attends, qu'il donne le micro parce qu'il n'entend pas fort. Vas-y. Vas-y, voilà. Le micro. Voilà. Mon petit-fils de 6 ans m'a dit il y a très peu de temps, tu faisais plus jeune quand je t'ai connu. Et j'ai trouvé que c'était une très belle phrase. Alors, je vous remercie parce que je pense que je la réutiliserai pour mes conférences. Comme quoi, c'est une réalité pour lui, ça fait longtemps. Voilà, catastrophe. Bonsoir du coup. Oui, bonsoir. Ma mère, exemple, est infirmière. Donc elle a travaillé à l'hôpital dans un service gériatrique, puisque c'est le terme. Et maintenant elle est infirmière libérale, donc elle travaille avec des personnes âgées, si je puis dire, et utilise ce terme.
Mais vous parliez de peut-être les stéréotypes qu'ont certains soignants, exemple, mais c'est peut-être parce qu'ils ont une expérience, on va dire, dans leur milieu et dans leur domaine par les patients qu'ils ont rencontrés, et notamment, exemple, certains patients qui peuvent se montrer agressifs envers eux et qui ne va pas forcément les aider à apprécier, on va dire, leur métier ou à le continuer. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié. Ah oui, et au niveau, vous parliez de... On a ce mal à ton âge. Pardon? Non, je blague. Non, je pense pas. J'ai fait un IRM. Mais, exemple, vous parliez des infirmières qui ne recommandaient pas, exemple, la reconstruction mammaire à partir de 55 ans, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus de risques d'entamer cette procédure par l'âge et la physiologie de la personne. Alors, pour répondre à votre question, la première, c'est... Je suis d'accord qu'on peut avoir en fait acquis des difficultés à accompagner des personnes parce qu'on a rencontré des situations difficiles dans sa carrière, etc. Mais ça, c'est pas lié à l'âge, c'est pas lié à l'accompagnement spécifique des personnes âgées. C'est lié, on peut rencontrer quelqu'un de très agressif, du jeune. Je pense que aussi, ce qui a été pendant longtemps, c'est d'accompagner aussi des personnes atteintes de troubles cognitifs sans savoir qu'elles étaient atteintes. Et donc penser que c'était de l'agressivité à destination de sa personne, alors que ce sont des personnes qui sont malades pour le coup. Donc il y a eu tellement d'amalgame de faits que effectivement les personnes peut-être ont cette vision plus négative. Mais c'est quand même un effet de société, d'avoir ce regard un petit peu négatif qui n'attire pas, même l'accompagnement, quand on regarde les aides à domicile ou les choses comme ça, ou les auxiliaires de vie, elles choisissent directement la petite enfance. Si elles n'ont pas de petite enfance, elles vont aller travailler auprès de personnes âgées, mais sans aucune envie, aucune motivation non plus. Donc c'est parce qu'en fait, on ne conduit pas aussi les jeunes et les soignants ou les accompagnants à faire ce métier-là en tant que tel. C'est-à-dire, on le fait des fois un petit peu par défaut. Pour la deuxième approche, sur cette étude-là, bien sûr qu'il y avait le risque biologique était le même pour chacun des patients. Sinon, l'étude, elle serait inexacte. Vous avez tout à fait raison. S'il y avait un risque plus important pour les personnes de 55 ans, l'étude serait fausse. Je pense que là, c'est encore une fois, mais ça, on le voit dans la vie de tous les jours. C'est quand même, il vaut mieux le laisser aux jeunes que le donner aux plus âgés. Mais en même temps, 55 ans, on peut quand même se dire qu'on est encore actif, et puis même 75 ans, il y a des personnes de 75 ans qui ont envie de faire ça, donc je ne vois aucune raison, sauf si elle était médicale, mais ce n'était pas le cas là, de ne pas le proposer. Voilà. C'est vrai que la reconstitution mammaire, c'est un tel parcours du combattant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont jusqu'au bout. Oui, tout à fait d'accord. Mais on leur laisse le choix. Absolument. Vous nous avez parlé de la question des représentations, ça m'a rappelé un petit peu une des sociétés qui vivaient dans le sud tunisien. Lorsque les femmes, par exemple, ne pouvaient plus porter d'enfants, ne pouvaient plus avoir d'enfants, à ce moment-là, elles prenaient d'une certaine façon le statut de l'homme. Et donc, elles retrouvaient une autre forme de capacité. Elles entraient dans un autre statut. Donc, je veux dire, ce regard qu'on porte sur des femmes âgées n'est pas le même, sans doute n'a pas toujours été le même dans toutes les sociétés. Et puis alors, vous avez parlé des nouvelles technologies. Je suis désolée, ça m'avait fait rire à l'époque parce que ça me rappelait un film de Jacques Tati. Ils avaient construit sur une île, plus précisément en Corse, un EHPAD magnifique, mais vraiment un bijou architectural. Seulement le seul problème, c'est que tous les lits étaient médicalisés avec des multiples manettes. Ce qui fait qu'ils ne savaient, quand ils voulaient être assis, ils étaient couchés. Quand ils voulaient être couchés, ils étaient assis. De toute façon, ils n'étaient jamais comme ils voulaient. Les fenêtres, c'était pareil, ils étaient incapables de gérer l'ouverture, la fermeture, le rideau, le machin.
Mais le pompon, quand même, c'était les placards. Parce que pour avoir accès aux placards, il fallait monter sur une chaise. Ça, c'était bien réfléchi. Voilà, je citais cet exemple, mais alors si on visitait ce lieu, on avait l'impression que c'était un lieu idyllique, et en fait, il y avait très peu d'accompagnants, il y avait des caméras partout, et les gens étaient très seuls avec leurs manettes, voilà. Et c'est ce que je voulais dire, et je vous remercie de cette intervention, parce que c'est ce qui se passe aussi dans certaines EHPAD, c'est qu'il y a des très jolies choses enfermées dans les placards, parce que personne ne sait s'en servir, de toute façon, ou ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas envie. Et donc du coup, on dit qu'on a, pour, excusez-moi l'expression, vendre plus cher, mais ça ne sert à rien. Et encore une fois, un accompagnement humain, c'est quand même quelque chose qui reste la meilleure des choses pour les personnes. Bonsoir. Bonsoir. Mais j'ai juste une question. Vous aviez parlé des jeunes, du coup, qu'il fallait entre guillemets changer leur façon de penser et ne pas avoir de stéréotypes vis-à-vis le regard, excusez-moi madame, vis-à-vis des personnes âgées. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être changer, faire évoluer en tout cas les mentalités de ces personnes-là, donc des personnes plus âgées, parce qu'elles ont peut-être aussi des forces a priori de par ce qu'ils ont vécu eux sur je vais parler de ce que je connais entre guillemets sur les soignants quoi que ce soit, puisque à titre d'exemple concret, ma mère exemple, quand elle s'est insultée ou non suivant la perception de bonne sœur parce qu'on croyait donc elle fait ça par bonté de cœur et par on va dire passion pour ce milieu-là, alors que c'est aussi un gagne-pain d'un côté, et parce que sans ça elle ne pourrait pas vivre. Mais donc je pense qu'on devrait aussi changer la vision ou la faire évoluer et les stéréotypes de certaines personnes plus âgées qui en ont besoin d'un côté, qui ont besoin des soignants ou des aides et qui ne s'adaptent pas. Qui sont pas non plus très très aimables vis-à-vis de ces personnes, bien sûr. Mais de toute façon, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas question que tout soit dans un seul sens. Mais ce que je veux dire, c'est quand je veux dire changer le regard, c'est pas que des plus jeunes, c'est le regard de tout le monde vis-à-vis de tous les âges. Je veux dire, c'est pas simplement dans un sens. Mais ça s'appelle vivre ensemble. Ça devrait pas être très très compliqué, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on est dans une société où on arrive moins à vivre ensemble. On parle d'aide, etc. Mais en fin de compte, alors je ne vais pas dire c'était mieux avant, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand on retourne quelques 50 ans en arrière, etc., la famille, par exemple, il y avait une personne atteinte d'Alzheimer. Jamais vous aviez ce mot. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était papy ou mamie qui perd un peu la tête, on s'en occupe, et puis voilà, quoi. Voilà, je veux dire, c'était ça. Ça, c'est plus possible. C'est pas un jugement, encore une fois, c'est plus possible parce que les familles sont éclatées, ça fonctionne plus comme ça. Mais il y a quand même, je dirais, une forme d'acceptation dans les deux sens. Et je pense que le côté qui a été quand même vraiment relevé par le Covid, ça a été cette opposition de génération. Il y a eu quand même des choses qui ont été dites à la radio, à la télé, qui étaient quand même hyper choquantes. Je veux dire, moi, je me classe pas dans une catégorie d'âge, mais il y a des choses qui me choquent dans les deux sens. Mais là, par exemple, d'entendre dire, c'est bon, ils sont vieux, on s'en fout, ça me choque beaucoup d'entendre ça sur une radio publique, voilà, donc il y a vraiment des choses, je veux dire, qui ne doivent pas se dire, voilà, il faut juste échanger, et dans les deux sens, et je suis d'accord que aussi, des fois, dans l'autre sens, il n'y a pas trop aussi de compréhension, voilà. Après, pour les soignants, je pense que c'est un peu différent, parce que c'est compliqué, c'est un peu du cas par cas, dans le sens où, voilà, chacun a sa vision de l'agression qu'il a subie et la personne va avoir sa vision de la façon dont il l'a dit. Donc c'est un petit peu plus compliqué, je dirais que c'est un petit peu plus individuel. Mais en tout cas, changer le regard tout au long de la vie, ça c'est quelque chose qui est important. Oui, si on suit votre logique sur l'inégalité face au vieillissement, employez ce mot, logique à laquelle j'adhère tout à fait, il y a une aberration à fixer un âge de la retraite identique pour tout le monde, mais y a-t-il d'autres solutions? Alors je ne vais pas me lancer dans le débat, parce que en tout cas on n'est pas loin des présidentielles, peut-être je peux être élue, on ne sait jamais. Non mais vous avez tout à fait raison, bien sûr que ça correspond à rien en fin de compte. Puis ce mot retraite,
déjà. Retraite, ça veut dire se retirer d'eux. Est-ce que vous avez l'impression, tous autant que vous êtes retiré de quelque chose? Voilà. Parce que moi, plus je fais des conférences et plus je m'aperçois que quand même les retraités, ils sont retirés de rien du tout, bien au contraire. Donc je pense que là aussi, l'âge de la retraite, enfin, alors je ne vais pas me faire des coupes. Pourquoi exiger? Il y a peut-être des personnes qui ont envie de partir plus jeunes parce qu'un travail difficile, qui ne leur plaît pas, etc. Puis il y a peut-être des personnes qui peuvent continuer, qui peuvent former les plus jeunes. Il pourrait y avoir des choses qui se font comme ça. Mais encore une fois, je ne sais pas, au gouvernement, je pense que c'est très compliqué financièrement, voilà, économiquement. Mais socialement, ça serait intéressant. Bonjour. Une très courte question. Il existe maintenant, j'ai entendu parler de ça, puisque j'ai quelqu'un de ma famille qui est concerné, des petites structures en vue peut-être de remplacer les structures des EHPAD, où il y a peu de personnes qui vivent ensemble, qui s'acceptent mutuellement, et puis évidemment il y a des aides extérieures, je suppose. Alors ça, il y a plein de choses qui existent, c'est très intéressant. Oui, il peut y avoir en fait des ententes effectivement qui peuvent être financées en partie, notamment par l'habitat, où les personnes en fait s'entendent pour avoir un logement chacun, mais par contre avoir des lieux communs de vie. Et où il peut y avoir ou non un accompagnement d'une personne, comme on appelle ça, j'ai perdu le mot, une directrice de maison, enfin pas une directrice, une maîtresse, merci, une maîtresse de maison. Et ça, il y a dans notre pays où ça fonctionne très bien, mais encore une fois, en France, il faut rentrer dans des cases. Et ces cases-là, elles sont un peu restreintes pour l'instant, et donc c'est compliqué. Puis il y a tellement de paperasse à faire, c'est tellement administrativement compliqué que souvent les gens, moi j'ai eu affaire à des personnes qui m'ont questionné là-dessus, au bout d'un moment ils abandonnent, parce que où ils trouvent pas l'immeuble, où ils trouvent pas là, où il n'y aura pas le lieu commun, où il n'y aura pas... Enfin, c'est extrêmement compliqué. Mais ça existe et c'est très intéressant. À Marseille, il y en a une. Il y en a un quartier, oui. Il y a d'ailleurs un village aussi, par exemple Alzheimer, où ils ont fait comme un village, et là c'est des maisons, mais les gens vivent librement comme s'ils étaient dans un village. Donc il y a des choses, des projets pilotes. Jacques. Alors oui et non, parce que c'est ouvert sur le quartier. Donc voilà. Mais c'est encore un peu, voilà, c'est encore un peu entre eux, mais moins entre eux que dans un milieu fermé, à EHPAD quand même. Voilà. Madame, plus près, hormis les cas où nous avons une maladie évolutive qui change notre caractère, je pense qu'il nous appartient, quand nous avons un certain âge, de nous montrer bienveillantes et ouvertes. Je pense que l'agressivité qui se manifeste parfois devant les personnes âgées est liée à leur propre attitude. Je pense qu'il nous faut vraiment cultiver la bienveillance et l'ouverture. Vous avez raison, à tous les âges de la vie. Par rapport à ce qu'avait dit le monsieur sur les organisations qu'il y a, dont on entend très peu parler d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas aussi le fait qu'avec le marketing qu'il peut y avoir ou tout l'argent qu'il peut y avoir dans les EHPAD et tout, que ce soit juste centralisé à ce niveau-là, parce que comme ça ils ont la main sur le commerce, on va dire, parce que c'est un réel commerce qui se fait, et du coup en détruisant un petit peu toutes les petites organisations à différentes échelles qui essayent de mettre en place des personnes qui essayent de changer les choses. Alors évidemment c'est une remarque très judicieuse, c'est ce qu'on appelle le but lucratif, donc comme son nom l'indique, c'est commercial. Alors après, je ne veux pas jeter la pierre tout le temps parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont très bien, il y a des accompagnements qui sont... Voilà. Effectivement, on est dans une période où, avec ce qu'on voit, ce qui a été écrit dans le livre Les Fossoyeurs, c'est vraiment déplorable, mais il ne faut pas non plus jeter la noirceur sur tous les établissements. Il y a des établissements qui ont peut-être des fois bien moins de moyens, mais qui ont des moyens humains tout à fait adaptés aux personnes. Après, c'est sûr que ça arrange peut-être pas tout le monde, qu'il y ait d'autres choses que l'EHPAD qui existent. Mais pourtant, c'est vers ça qu'on va aller. En fait, ça fait 10 ans qu'on dit ça, l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une ouverture vers les quartiers, que ce soit le lieu un peu plus médicalisé, mais que les gens restent à domicile. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux depuis longtemps et qui ne se mettent pas vraiment en place.
Alors peut-être pour cette raison-là, et peut-être aussi pour des raisons purement financières, parce que, il faut bien le dire, quand même, on manque de moyens. On manque de moyens pour s'occuper du vieillissement. Hein. Moi je le dis tel que je le pense, ne serait-ce que pour la formation des personnes, il faudrait y aller, il faut arrêter de le dire. Hein. Il y a des rapports, le rapport Libault, le rapport El Khomri, alors les rapports il y en a, hein, mais bon, je ne passe pas grand-chose. Par rapport à la question de la fin de vie, j'avais du coup moi une question sur un sujet qui est revenu très souvent dans les médias et qui du coup je pense est en lien direct avec votre conférence et ce dont vous parlez, c'est le sujet du droit de choisir sa fin de vie et donc de l'euthanasie. Ce terme est quand même plus lié au monde des animaux plutôt qu'aux humains, donc il est mal adapté. Mais je voulais savoir quel serait votre avis, si vous en avez un, sur la question en quelques mots. Waouh. Il faudrait arrêter la caméra là. Alors, c'est très compliqué de donner un avis parce que je vais vous dire, mon avis, c'est que chacun doit avoir le sien pour cette question-là. Et donc, c'est très compliqué de donner un avis sur une question aussi. Alors, si vous me demandez pour moi, ce que je ferais pour moi-même, je vais vous répondre, tout dépend de ce que j'ai. Voilà. Tout dépend de ce que mes proches pourront supporter, parce qu'on n'impose pas qu'à soi-même ce choix, on l'impose aux autres. Donc c'est très compliqué de dire à ses enfants, excusez-moi, j'ai choisi de mourir. Voilà, donc il faut la liberté dans tous les cas, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est une question, j'ai vraiment du mal à répondre parce que voilà, des fois je me dis, voilà, si j'avais ça, bah oui, c'est sûr que. Et puis je réfléchis à mes enfants, à mon mari, je me dis, ouais, peut-être pas, c'est sûr que quand même, parce que ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas répondre aussi abruptement à ce genre de questions, mais c'est une vraie question. Une vraie question. Là-bas au fond. Les pauvres, non, je ne peux rien y faire. C'est pas moi qui grésille. Hein. Non, non. Non, ça c'est les. Oui, je sais. Je voulais vous poser une question par rapport à la formation. Moi, j'interviens auprès des infirmiers de la Croix-Rouge et il y avait toujours dans les actions à venir que la formation des infirmiers allait s'étendre à 2 ans de plus. Est-ce que vous êtes au courant de ce genre de sport? Alors, pour l'instant, c'est pas que je sache, mais ce qui s'est passé pour les infirmiers, c'est qu'on leur a donné, je dirais, la possibilité d'être spécialisés, je ne sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, où ils peuvent en fait aussi faire des projets de recherche, etc., ce qui n'existait pas avant, donc être voilà, vraiment porteur de ce genre de choses. Mais que ce soit prolongé de 2 ans de plus, là, comme ça, là, je ne sais pas. Bon, en période électorale, ça m'étonnerait que ça ressorte, donc là... Non, mais de toute façon, là, je crois qu'il ne va rien se passer pendant un petit moment, et puis après, suivant ce qui va se passer, on verra. Mais quand même, je peux vous dire que à partir de septembre l'année prochaine, les effectifs vont augmenter, et donc les concours seront déjà un peu plus ouverts. Donc on aura un peu plus d'infirmiers formés, voilà, formés à l'estime de soi. Parce que si jamais on n'arrive pas à mettre au point le pourquoi du comment de ce choix, comment voulez-vous qu'on accompagne le malheur du monde à un moment donné? Je suis bien d'accord. Merci. Oui, moi j'avais envie de parler un petit peu de la notion de sécurité qui est tellement prégnante dans les EHPAD, où on affiche une attention à la sécurité qui finit par étouffer le désir de chacun. Bien sûr que tout le monde est très fragile, bien sûr que tout mouvement est un risque, que toute intention comporte des risques, mais j'ai l'impression, et tout à l'heure quand vous parliez d'euthanasie ou de fin de vie qu'on aurait envie d'écourter, il m'a semblé voir dans les EHPAD que cette fatigue d'être soi dans une sorte de rétrécissement des capacités
est parfois très alourdie par une attitude du personnel qui, au nom de la sécurité, interdit 50 000 choses. Et j'ai l'impression que ça fait un gros problème. Alors justement, les petites structures dont on parlait tout à l'heure et qui semblent très prometteuses là-dessus, je crois, il m'a semblé qu'elles se heurtaient aussi, outre les problèmes financiers, à des problèmes justement de difficulté à accepter le risque. Acceptons le risque un peu. Quand on a 95 ans, si on n'en a pas beaucoup joué avant, or j'ai du mal à penser qu'on n'ait pas rencontré des risques, c'est peut-être le moment d'oser des choses un petit peu folles. Alors là, je suis bien d'accord, mais vous savez quoi? C'est souvent pas, bravo, mais c'est souvent pas les personnes âgées elles-mêmes qui ne veulent pas prendre le risque. C'est les autres. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne leur demande pas leur avis. Et effectivement, je suis bien d'accord, c'est que si elle accepte le risque, je ne vois pas au nom de quoi, on lui empêche. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Jacques, il y a encore une question au fond. Je vais juste poser une question sur la question du Covid, parce que j'ai l'impression que ce que nous avons vécu, parce que la société était en souffrance, et quand une société est en souffrance, elle révèle beaucoup de ce qu'elle est très profondément. Et ils se sont dit beaucoup de choses toutes plus choquantes les unes que les autres, mais je crois que c'est pas une mauvaise chose de les avoir entendues. Alors, il n'empêche qu'il faut être vigilant, qu'il ne faut pas laisser... mais ça nous donne des signaux d'alerte que nous devons vraiment prendre en compte. Voilà. Je suis bien d'accord et j'espère qu'on les prendra en compte. C'est là encore où j'avais beaucoup d'espoir, en fait. Et puis je m'aperçois que malheureusement, souvent le naturel revient au galop, comme on dit. Et que je ne sais pas si on aura appris de cette période-là, vraiment, mais je l'espère vraiment. En tout cas, ça aura éveillé les consciences sur certaines choses. Ça, je suis bien d'accord. Dernière question. Alors, c'est pas vraiment, donc bonsoir, c'est pas réellement une question, mais c'est plus une remarque par rapport à ce que vous avez dit. Aux différents termes qu'a eu le mot entre guillemets vieux, donc on a eu vieux, on a eu personnes âgées, personnes de plus, etc. Mais je pense qu'honnêtement, c'est plus la société qui donne au terme vieux un terme négatif. C'est-à-dire que je pense que par exemple, quand on est enfant, moi je m'en souviens, j'étais à la caisse avec ma mère, il y avait une dame et j'avais dit « Ah mais cette vieille, elle va bientôt mourir, est-ce qu'elle peut pas nous laisser la place avant ?» J'ai beaucoup regretté, j'en ai aucun souvenir, c'est ma mère qui me l'a raconté, elle m'a dit « Bon, on l'a laissé passer même ». Mais je pense que c'est un terme que la société a donné péjoratif, c'est-à-dire que pour moi, les vieux sont vieux. Comme on dit, les blonds sont blonds, on ne dit pas les blonds, c'est les gens qui ont des cheveux clairs, ou alors les gens hauts, c'est les gens qui regardent, qui sont plus grands que nous. Enfin, moi je suis petite, on m'a toujours dit t'es petite. Mais même par exemple, on a également, comme la grossophobie, enfin, dire que quelqu'un est gros, c'est pas de la grossophobie, quelqu'un est gros, c'est un fait, il est gros. Mais comme quelqu'un est vieux, pour moi, c'est même plus péjoratif que de dire c'est quelqu'un de très âgé que de dire c'est quelqu'un de vieux. Parce que pour moi, c'est vraiment rendre la chose plus simple qu'elle est. C'est-à-dire que quelqu'un est vieux, il est vieux et c'est fini. Non, mais c'est aussi simple que ça. Quelqu'un est petit, il est petit. Tu vas pas arriver et dire il mesure moins de 1m56, il fait ça, il est petit. Quelqu'un est vieux, c'est vieux, et on continue. Enfin, on va pas arriver à dire c'est une femme, elle est brune, elle a des yeux bleus, elle est vieille. Voilà, c'est simple, on l'a décrite. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens cherchent toujours à trouver d'autres mots pour caractériser les gens. Pour moi, c'est plus rendre un terme négatif, plus que ce qu'il était de base, en cherchant d'autres alternatives qui n'ont pas la nécessité d'exister forcément. Non, mais très bien. C'est bien pour ça que quand je parle des vieux, pour moi, ça n'a pas du tout de connotation négative. Et comme je le dis, de toute façon, on est toujours le vieux de quelqu'un. Et voilà, donc pour moi, pour les enfants, je suis vieille. Bon, quand ils me le disent, je les punis, mais c'est pas grave. Le fouet. Je blague.
Bon, Merci beaucoup.